Bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, si vous aviez des questionnements à propos des permis, des règles d'abattage ou encore sur qui pose les actions ou prend les décisions par rapport aux différents paliers décisionnels, c'est aujourd'hui que vous aurez vos réponses. Nous recevrons une pépinière privée, une scierie privée, ainsi que la MRC d'Argenteuil et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Je m'appelle Annabelle Marceau, je travaille pour la MRC d'Argenteuil et je suis technicienne en foresterie. Et en tant que technicienne en foresterie, est-ce que tu pourrais nous parler justement du territoire forestier d'Argenteuil? Oui, donc le territoire d'Argenteuil, il est constitué principalement de forêts feuillues. Donc, il y a à peu près 60 là, que c'est des forêts feuillues, il y a un 30 de forêts mixtes. On compte à peu près 76 du territoire qui est couvert par le paysage forestier. Et puisqu'il y a beaucoup de forêts feuillues, principalement sur le territoire, c'est des coupes partielles qui sont réalisées, donc seulement un petit prélèvement des tiges. Et en parlant des relations, quel genre de relations la MRC d'Argenteuil entretient avec notamment les entreprises forestières et les propriétaires de boisés privés? Et la MRC, on est conscient que le domaine économique en foresterie, c'est quelque chose de vraiment important dans la MRC. Donc, en ce sens, on agit vraiment plus en tant que de faire de la sensibilisation et de l'éducation envers les entreprises ou les autres acteurs du milieu. Et pour les propriétaires forestiers, est-ce qu'ils ont une réglementation particulière à suivre concernant leur boisé, la gestion de leur boisé privé? Oui, en fait, puisque, dans le fond, la MRC est constituée 91,5 de terres privées et seulement 8,5 de terres publiques, la réglementation, il y en a une qui est régionale, donc qui va s'appliquer vraiment aux terres publiques et qui va couvrir vraiment tout le territoire des 9 municipalités de la MRC. C'est un règlement régional d'abattage d'arbres. Et est-ce qu'ils ont besoin de permis en particulier? Il y a un permis qui est un certificat, dans le fond, d'autorisation qui est obligatoire à un certain seuil qu'on peut retrouver dans le règlement d'abattage d'arbres, un certain nombre de mètres cubes de bois qui va être cueilli. La réglementation de la MRC, c'est pas la MRC qui fait la délivrance des permis, des certificats, c'est vraiment la municipalité. Donc, le rôle de la MRC envers les municipalités, c'est vraiment de faire une recommandation par rapport à notre règlement régional qui s'assure que les règlements sont respectés. Et c'est vraiment la municipalité qui va faire l'émission du certificat d'autorisation. C'est vraiment elle, l'acteur, qui peut faire l'émission du certificat. Et dans le cas où on a un aléa naturel, que ce soit une tornade, des inondations ou même un feu de forêt, est-ce qu'il y a des subventions, des programmes d'aide qui peuvent venir en aide aux propriétaires forestiers ou aux entreprises? Pour la MRC d'Argenteuil, les municipalités ou la MRC, eux, n'ont pas de subvention en tant que telle, mais il y a des programmes qui existent, gouvernementaux, qui peuvent être donnés avec soit des plans d'aménagement des prescriptions sylvicoles. Donc, on peut s'informer auprès de nos forestiers, les conseillers forestiers de la région, les coopératives, et eux peuvent aller chercher des retours de taxes ou des subventions quelconques pour les travaux. Donc, ça peut être regardé sur Internet, sur les différents sites de forêts privées Laurentides. Alors, ça fait une vingtaine d'années, en fait, que je suis ici à la pépinière. Et puis, on fait de la production des plants forestiers en récipient. Oui. Par exemple, ici, on est dans une serre intérieure. Oui, exactement. Ça, c'est notre serre chauffée. Alors, on est capable de chauffer les serres pour commencer une production plus tôt dans l'année. Puis, est-ce que votre mission, c'est mandatée par le gouvernement, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts? Oui, nous autres, on fait une production pour le ministère. On est un membre de l'Office des producteurs de plants forestiers du Québec. Alors, on est un des 12 producteurs qui produisent pour le ministère en ce moment. Et de ça, la majorité de ce qu'on produit, alors des millions de plants par année, c'est pour eux autres. Vous produisez combien de millions de plants par année en moyenne?
Ça pourrait être n'importe où entre environ de 8 à 12 millions, dépendant de l'espèce et du récipient dans lequel le plant est ensemencé. Pour l'année 2024, ça ressemble à quoi les chiffres? On est proche de 12. C'est quelles espèces d'arbres que vous faites pousser? C'est principalement épinette noire, épinette blanche, épinette rouge, ainsi que du pin gris, pin blanc, pin rouge. Alors ça, c'est en général nos espèces. Dans d'autres pépinières au Québec, ça peut être aussi de l'épinette de Norvège et peut-être d'autres espèces aussi, mais ici, ça, c'est les 6 qu'on produit. Puis ça prend combien de temps pour produire autant de plants? Alors, pour un arbre, il y a 2 cédules pour des plants, ou en fait 3. Alors, il y en a que c'est produit d'un an à l'autre. Alors, on les ensemence en 2024. Ils seront livrés au printemps 2025. Alors, ça, c'est normalement dans des récipients de 67 ou de 113 plants par récipient. Et d'autres espèces sont dans des récipients de 45, 36 ou 25 plants. Puis eux autres, c'est sur un formule de 2 ans. Alors, ils sont ensemencés en 2024. On va les livrer en 2026. De temps en temps, ils font aussi ce qu'ils appellent un an et demi. Ça, c'est livré à l'automne, alors fin ou début septembre de l'année après. Alors, des fois, il y a des 45 ou un certain récipient qui sera livré dans ce délai-là. À quoi ça ressemble vos infrastructures? Alors, on a la serre chauffée qu'on est dedans maintenant. Alors, dans cette serre, on est capable de produire au début, en 67, 2,7 millions. Mais on a aussi dehors, qu'est-ce qu'on appelle un tunnel. Alors, c'est non chauffé, mais ça a un plastique par-dessus. Et puis ça, on en a 37. Saviez-vous que les arbres portent des organes reproducteurs mâles et femelles? Tous les conifères indigènes du Québec, à l'exception du génévrier, sont monoïques, ce qui signifie qu'ils portent des organes mâles et femelles sur un même individu. Les génévriers, quant à eux, sont dioïques, ce qui signifie qu'il y a des plants mâles et d'autres femelles. Dans tous les cas, les cônes mâles portent le pollen et les cônes femelles portent les ovules. Une fois fécondés par le pollen, ils se transformeront en graines contenant chacun un embryon viable. Sur 1000 semences viables, une seule arrivera à maturité et donnera un arbre qui se reproduira à son tour. Contrairement aux arbres à fleurs, chez les conifères, les ovules sont libres, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas contenus dans un ovaire. Cette caractéristique permet la pollinisation anaéchorique, c'est-à-dire par le vent. Très efficace. La production sexuée est l'une des plus vieilles méthodes encore utilisées par les végétaux pour se reproduire. Produire des semences requiert une quantité d'énergie incroyable. Il faut donc des conditions de croissance optimales. En forêt, les arbres de sous-étage, qui sont opprimés par les dominants, ne reçoivent pas assez de lumière pour se reproduire de façon sexuée. Dans ce cas, l'arbre se verra obligé d'utiliser la reproduction végétative, comme par exemple le marcottage. L'essence ayant la capacité de se reproduire le plus rapidement est le pin gris. En effet, des études ont démontré qu'un pin gris vigoureux, soumis à un stress soudain et intense, aurait la capacité de produire des cônes après un jeune âge d'uniquement 3 ans. Cependant, le fait de produire des cônes à un si jeune âge n'est pas la norme. Il est plus commun d'observer la première production de cônes beaucoup plus tard dans la vie des conifères, soit en moyenne vers 30 ans. La dépense énergétique engendrée pour la production des cônes et des semences est telle que sur une base annuelle, un arbre ne peut le produire. Les arbres observent donc des cycles de production plus ou moins longs selon l'essence. Chez les pins, il faut 2 ans au cône pour arriver à maturité. Fait surprenant. En forêt boréale, les épinettes noires seraient capables de se coordonner sur un cycle de production de semences. Et c'est selon l'abondance de rongeurs qui se nourrissent de leurs semences, comme l'écureuil roux. En effet, elles se synchronisent pour stopper leur production de cônes, ce qui aura pour effet de faire diminuer grandement les populations d'écureuils. L'année suivant une interruption de production de semences, les arbres vont produire une quantité faramineuse au-delà de ce que l'écureuil roux pourra manger, de façon à s'assurer qu'au moins une survivra aux rongeurs. Certaines semences parviendront donc à leur échapper et finiront par germer le moment venu.
dans un autre sens, au niveau des municipalités, c'est quoi le rôle de la MRC en termes de foresterie? La MRC, là, vraiment, elle vient faire les recommandations à la municipalité pour s'assurer que la demande respecte la réglementation régionale et vient appuyer aussi, vient les aider à faire les visites terrain, les rapports et regarder vraiment que tout ce qui est côté environnemental du règlement est respecté. Autre que le règlement d'abattage d'arbres, il y a aussi en foresterie, ce qui s'applique, c'est les traverses de cours d'eau, qui est un règlement indépendamment, là, un règlement sur l'écoulement des eaux de la MRC et qui vient réglementer les traverses de cours d'eau. Donc vraiment, là, si on veut faire des travaux forestiers en forêt privée, il faut s'assurer qu'on regarde le règlement régional d'abattage d'arbres, le règlement régional sur l'écoulement des eaux, si on a des traverses à faire. Et aussi, il ne faut pas négliger aussi que les municipalités, eux, ont des règlements supplémentaires qui peuvent s'appliquer pour certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas dans les règlements là, de la MRC. Donc, on peut résumer le tout en disant que la MRC, notamment celle d'Argenteuil, a un rôle conseil, un rôle d'éducation, un rôle de sensibilisation, mais aussi un rôle de gestion de la réglementation régionale en ce qui a trait au domaine forestier, que ce soit auprès des entreprises, des propriétaires forestiers ou même des municipalités. Oui, un appui de gestion avec les municipalités. On est vraiment une coopérative, là, une coopérative de services. Là. On vient un peu là, aider dans la logistique et on est une entité un peu administrative auprès des municipalités là, pour les appuyer dans leur réglementation et la réglementation de la MRC. Et par curiosité, est-ce que tu sais il y a combien de propriétaires forestiers dans Argenteuil? Il y en a environ 1500 propriétaires boisés. Aussi, on a une coopérative forestière, Terra Bois. On a plusieurs autres entrepreneurs là, forestiers et une série là, très noble, série Carrière. Quel est le rôle du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la forêt des Laurentides? Quelles sont les activités qui sont sous sa responsabilité et comment il intervient? Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts est responsable de l'aménagement durable et de la gestion de la foresterie. Pour ce faire, il doit veiller à réaliser une planification adéquate, planifier une planification forestière adéquate, planifier les potentiels acéricoles à prioriser. Également, il est responsable de l'émission de différents types de permis, à savoir le permis de récolte de bois de chauffage, entre autres. Sans oublier l'attribution de droits forestiers. Des explications plus détaillées sont disponibles sur le site Internet du ministère si vous êtes intéressé pour le volet planification. Le ministère confie la réalisation des activités de récolte ou de sylviculture et même de travaux de voirie. Également, les travaux sylvicoles aux détenteurs de droits forestiers, ainsi qu'à des entreprises d'aménagement forestier. Le ministère réalise également du suivi, communément appelé le suivi contrôle. Ça lui permet de s'assurer que les détenteurs de droits forestiers réalisent des activités forestières qui sont en respect des lois et règlements en vigueur. Quelles sont les lois et règlements qui relèvent du palier provincial, donc du ministère des Ressources naturelles et des Forêts? Est-ce qu'il y en a d'autres qui relèvent des paliers municipaux ou fédéraux? Oui, tout à fait. La principale réglementation qui s'applique au niveau de la foresterie prend ses assises sur la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, communément appelée la LADTF. Cette loi-là, dans le fond, il y a plusieurs règlements qui sont issus de cette loi-là. Donc, le règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État a comme principal objectif d'assurer le maintien, mais surtout la reconstruction du couvert forestier, de la protection des milieux forestiers aquatiques et humides, ainsi que la conciliation des diverses activités se déroulant sur les forêts publiques. Le ministère souhaite également mentionner que les personnes qui désirent faire de la culture et de l'exploitation d'une érablière qui se trouve à être située sur les terres publiques doivent obtenir un permis d'intervention dans nos bureaux
s'appuyant sur le règlement sur les permis d'intervention. Nous souhaitons également aviser la population, mentionner à la population que de nombreux autres règlements s'appliquent en forêt, mais sont sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Entre autres, la loi sur la conservation et la mise à valeur de la faune, ou le règlement sur les habitats fauniques. En ce qui a trait aux forêts privées, l'encadrement réglementaire des activités d'aménagement relève du milieu municipal. Finalement, tant des forêts publiques que des forêts privées peuvent être désignées à titre d'aire protégée par le gouvernement du Québec. Côté relation avec le gouvernement, les différents paliers, que ce soit avec la MRC, le gouvernement provincial, c'est quoi vos projets? Est-ce que vous avez quelque chose en commun? On travaille beaucoup avec le gouvernement provincial, avec le MRNF, c'est sûr, étant notre plus grand client. Alors, c'est vraiment collaboratif avec eux autres. Il y a une belle échange d'informations. Puis on est fiers d'essayer de maintenir ça aussi avec eux autres. Alors, il y a différents projets aussi au cours des dernières années. Il y avait un programme de modernisation d'infrastructures. Alors, avec ça, il y avait des subventions pour les pépinières privées, pour les producteurs des pépinières privées et les pépinières publiques aussi, d'avoir des sous pour moderniser. Alors, c'est avec ça que nous autres, on a fait une expansion. On a rajouté, on est allé de 22 tunnels à l'extérieur à 37. Alors, on a rajouté nos 15 tunnels grâce à ça. On a aussi fait une expansion de notre salle d'ensemencement pour être capable de moderniser ça aussi. On espère avec le temps d'ajouter plus de robots puis plus d'automatisation. Alors, ça fait partie de ce projet-là. Et aussi de la modernisation de machinerie. On s'entend que si on fait des expansions à l'extérieur, on a plus de production, on a plus de terrain. Alors, des ajouts de tracteurs et aussi de chariots élévateurs pour être capable de manipuler tous les arbres, puis aussi pour les chargements, pour la livraison des plants. Ça prend des machines, on fait beaucoup de choses à la main, mais on ne surélève pas tout le rack nous-mêmes. C'est surtout de la machinerie aussi que ça prend. À quoi sont destinés les 12 millions de plants d'arbres? Alors, ça peut être sur soit des terres publiques ou privées qui sont gérées par la distribution d'arbres par le MRNF. Alors, ça peut être des municipalités qui ont fait des demandes, des reboiseurs, des compagnies forestières. Alors, de ce côté-là, c'est eux autres qui parlent avec les différents intervenants, c'est quoi les demandes des plants qu'ils vont avoir à reboiser. Eux autres font leurs demandes et ensuite le MRNF prend ces demandes-là et les partage entre les pépinières publiques et privées du province pour nous donner toute une partie de la tarte, si on veut, pour qu'on produise ces plans-là destinés à ces projets de reboisement. Alors, le ministère fait la production d'à peu près 150 millions d'arbres par année. C'est divisé 70 % aux pépinières privées et 30 % aux pépinières publiques. Alors, on fait partie des 12 pépinières privées qui font cette production d'environ 110 millions. Puis notre partie, c'est en fait le 8 à 12, dépendant de le type de récipient en question, parce que le type de récipient va déterminer la quantité de plants. Comment ça fonctionne, les critères de qualité pour les plants que vous produisez? Alors, il y a différents critères de qualité dépendant de l'étape pour le plant. Alors, en première ligne, il y a l'éclaircie qu'on fait. L'éclaircie est faite pour laisser un arbre par cavité pour remplir le récipient. Alors, on passe à travers. S'il y a une cavité vide, on enlève un autre plant et on le transplante pour essayer d'avoir une culture uniforme et donner la chance à chaque arbre d'avoir
la cavité au complet pour faire son système racinaire et pour grandir. Après ça, pour livrer les plants au ministère, il y a des normes de qualité qui sont requises. Alors, il y a une qualification qui se fait des plants. Alors, avant que la qualification se fait, on passe à travers les employés, nos employés de serre vont passer à travers et vont faire un triage. Alors, ils vont regarder pour des arbres qui ont des fourches ou des têtes multiples, des doubles, des cavités vides. Ça peut être une sinuosité de tige, ça peut être un arbre rongé. Il y a à peu près 23 défauts qu'on peut avoir avec le ministère, ce qui baisserait notre note de qualité avec le ministère. Alors, il passe, puis c'est un peu comme avoir être à l'école puis avoir une note sur ton papier, bien, tu as une note sur ta qualité des plants. Alors, les employés vont passer à travers en avance, puis ils vont enlever ou corriger. Ils peuvent corriger ou enlever les plants qui ont les défauts pour essayer de livrer une culture uniforme puis de haute qualité. Bonjour, aujourd'hui je vous présente pour l'arbre de la semaine le carrier ovale. Le carrier ovale, c'est un arbre peu commun qu'on rencontre surtout au sud, l'extrême sud du Québec. C'est un arbre qui est facilement reconnaissable par son écorce, qui produit des grandes bandes d'écorce qui se décollent du bas et du haut. Le carrier ovale, c'est un arbre qui produit des noix qui sont très prisés des chefs cuisiniers. C'est des arbres qui peuvent faire une très grosse production de noix en une année. De plus, son bois était utilisé au début du 20e siècle pour la construction automobile, juste pour vous dire à quel point son bois était extrêmement dur. C'est un arbre qui n'est pratiquement pas travaillable pour la sculpture. C'est un arbre excessivement dur. Donc, pour avoir un bois de grosse qualité dur, ça prend un arbre qui pousse lentement. Étant un arbre qui produit des noix, le carrier ovale est tout à fait indiqué pour un aménagement paysager qu'on voudrait comestible pour la faune et aussi pour les humains. C'est un arbre qu'on peut vraiment choisir pour planter dans notre cour. C'est vraiment un arbre qui pourrait amener beaucoup de petites faunes, d'oiseaux, même certains grands mammifères qui pourraient venir se nourrir de ces noix. Pour reconnaître le carrier ovale avec ses feuilles, on peut regardez ici, ça, il s'agit d'une feuille. On pourrait dire que ça ressemble à une feuille de marronnier. C'est vraiment une feuille composée. Donc ici, on a une seule feuille composée de 5 folioles. Fait qu'on a un pétiole au centre, puis on a des folioles qui sont rattachées au pétiole. L'érable à sucre, par contre, est un arbre avec une feuille simple en opposition à la feuille du carrier ovale. Scierie Carrière est à la chute depuis les années 50. Nous avons fait, le groupe Spencer a fait l'acquisition en l'an 2000 et on a bâti le moulin que vous voyez en arrière en 2002. Nous exportons du bois en Chine, en Europe et des fois en Afrique. Aussi les États-Unis et le Canada, d'un bout à l'autre du Canada. Les principaux clients sont des manufacturiers de planchers, de palettes, de meubles, puis tout ce qui est un petit peu de bois franc, de décoration, moulure et tout ça. Et votre bois, il provient d'où exactement? Nous, les bio proviennent des États-Unis, du Québec et de l'Ontario, vu qu'on est près de l'Ontario. On utilise surtout du bois de privé et on a 20 de notre approvisionnement qui vient des terres de la couronne du Québec. Quelles espèces d'arbres qu'on peut retrouver parmi votre inventaire? L'érable est la principale essence. Nous avons le merisier, le chêne, le frêne, le bouleau, aussi le tilleul et le tremble aussi, de temps en temps. Puis pour aller chercher ce bois-là, l'exporter, je veux dire, il faut suivre une réglementation particulière. Oui, lors de la récolte, il faut que ça soit environnementalement
friendly. Nous autres, on est en business depuis 1908, fait qu'on croit beaucoup le renouvellement de notre richesse. Oui, il y a de la réglementation pour les cours d'eau et tout ça. C'est très réglementé. Les municipalités, les MRC ont des règlements. Le gouvernement du Québec aussi a ses propres lois. Une grosse entreprise comme la Scierie Carrière, donc C.A. Spencer, je veux dire, vous entretenez beaucoup de relations avec les différents paliers gouvernementaux, mais aussi avec les propriétaires forestiers. Comment vont vos relations avec ces gens-là? Les propriétaires forestiers, ça va très bien. Ça fait partie comme nos employés. C'est des fournisseurs réguliers qui, d'année après année, nous rentrent les bio, puis c'est notre raison d'être, et autant que nos clients. On essaie de respecter les employés, nos fournisseurs, nos clients sur une même échelle. Comment un bio de bois se retrouve en palette comme ça? C'est beaucoup de manutention. Premièrement, quand le bio arrive, nous le mesurons. Ensuite de ça, nous mettons pile par pile, soit de l'érable, soit de la plaine, soit du merisier. Et quand on fait un sciage, on scie une essence à la fois. Le processus, c'est qu'on écorce le bio. Après ça, il s'en va sur le chariot. Le chariot, il sort quelques planches et emmène le bio carré à la rafendeuse et au délignage. Et ensuite, il est optimisé. La planche est optimisée et ensuite, elle est gradée par des mesureurs certifiés et ensuite pilée comme vous voyez dans la cour. Est-ce que vous avez des mandats de la part du gouvernement? Les mandats, c'est plus qu'une garantie d'approvisionnement qu'on a avec eux. Et nous devons, conjointement avec le ministère, nous ciblons des territoires où on va récolter le bois. Et il faut respecter toutes les normes environnementales et les procédures. Donc, c'est le gouvernement qui détermine votre territoire d'activité à chaque fois que vous allez récolter du bois. Exact. C'est eux autres qui déterminent le territoire et ensuite ils marquent les arbres et on fait le prélèvement. Et pour la règle du pouce, c'est le tiers. On récolte le tiers et on peut retourner 25 ans après environ, selon les territoires. Puis on peut refaire une autre récolte. C'est une ressource renouvelable. Et c'est un peu comme les propriétaires forestiers aussi, qui récoltent à tous les 10-15 ans. Et ils font un prélèvement. Et comme un jardin, ça se renouvelle. J'espère que, comme moi, vous avez trouvé ce contenu non seulement très intéressant, mais aussi très enrichissant. Si jamais vous aimeriez en savoir davantage, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.